Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la présentation du projet du futur siège du Parlement béninois a convaincu les députés à l'unanimité à quelques réglages près. Ce projet a été validé. Le ministre du cadre de vie l'a présenté. Facile désormais de rouler sur la route Porto-Novo à Promisérité. Cette réalisation à l'actif du gouvernement est saluée par les usagers de la route. Vous les entendrez. Plus de 800 000 emplois créés au Bénin de 2016 à 2020 selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. 210 000 emplois formels et plus de 596 000 emplois informels sont ainsi dénombrés. Comment ces données ont-elles été collectées? C'est ce que nous allons voir. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on part pour l'Assemblée nationale. Il est attendu dans 2 ans et demi et le projet du futur siège du Parlement béninois a été soumis une dernière fois aujourd'hui aux députés avec une majorité d'avis conformes et à quelques réglages près. Ce sont des députés séduits qui ont validé la présentation de Didier José Tonato, le ministre du cadre de vie, Osia Sounouvou, Michel Egbe et Patrick Imavo. De l'ombre, du gâchis d'un précédent chantier inachevé 22 milliards, à la lumière de cette future pépite architecturale, se dresse majestueusement devant les députés la maquette lumineuse d'un chantier voulu éclatant. Le futur siège de l'Assemblée nationale a été imaginé comme un arbre, figure architecturale en clin d'œil à la symbolique de l'arbre à palabre, lieu de tradition africaine où se règlent les affaires d'une communauté. Mais c'est un bâtiment moderne qui sera niché dans un écrin vert où patio central, couloirs intérieurs et extérieurs offriront un confort climatique économe en facture d'énergie, avec bien de commodités fonctionnelles. C'est un site de 7 hectares qui sépare l'Assemblée du lycée Béhanzin et qui est bordé côté est par le stade Charles de Gaulle. Nous avons donc ce bâtiment principal avec une partie de l'administration au niveau rez-de-chaussée et esplanade. En bas, en dehors du bâtiment principal, nous avons la questure et nous avons également les services annexes, la garde et tout ce qu'il faut pour que l'Assemblée fonctionne bien. Le siège de l'Assemblée nationale sera entouré d'un grand parc qui va permettre, les jours où les députés le souhaiteraient, que la population puisse visiter le siège et déambuler dans ce parc-là. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons la salle de l'hémicycle, 6 salles de conférence et un restaurant-cafétéria. Nous avons également la direction de la questure, la documentation, l'infirmerie et le parking couvert. Au niveau de l'esplanade, qui est le 2e niveau au-dessus du rez-de-chaussée, nous avons le jardin des députés et le parc public. Au niveau du 1er étage, nous avons le président de l'Assemblée nationale et les différents responsables parlementaires. Au niveau du 2e étage, nous avons les bureaux des députés. Au 3e étage, nous avons le secrétariat général administratif et sur la toiture terrasse, nous avons une vue panoramique et des locaux techniques pour le fonctionnement du bâtiment de l'Assemblée. Le design est signé par un duo, le béninois Bosco Todjinou et Francis Kéré, architecte burkinabé, prix Aga Khan, meilleure récompense sur la planète architecture 2004.
Le comité technique commis par le Parlement à la veille architecturale est satisfait du respect des amendements apportés le 30 mars dernier au projet initial. Tout ce que nous avons fait comme observation et éléments d'amélioration, ça a été pris en compte. On a revu avant qu'il ne finalise le dossier. Les députés avisent en dernier ressort. Ce que je viens de voir, ça honore notre pays, particulièrement notre Assemblée. Plutôt émerveillés donc les parlementaires à quelques détails près. Extension des bureaux à l'évolution possible des effectifs parlementaires, prime à la compétence et aux matériaux locaux pour les équipements mobiliers, unités d'archivage et d'imprimerie. Réponse favorable du ministre Tonato qui annonce des marges de possibles manœuvres. Aux députés préoccupés par l'entretien du joyau de 25 milliards, le ministre prévient, c'est 3% du coût à budgétiser. Tonato assure, le chantier sera conduit de manière concertée. Changement de méthode, salue le président de l'Assemblée nationale. Rendez-vous dans 2 ans et demi pour apprécier ce chantier voulu avant-gardiste. Un pari à l'allure d'obsession, celle de laisser une empreinte qui fasse oublier cette tâche architecturale qui défigure l'entrée de Porto Novo. On parle emploi à présent pour la période 2016 à juin 2020. Plus de 800 000 emplois ont été créés au Bénin selon les chiffres annoncés récemment par l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Selon Laurent Rounsat, directeur général de l'Institut, il s'agit de 210 000 emplois formels et plus de 596 000 emplois informels. Comment les données qui ont servi à cette annonce ont-elles été collectées? Les éléments de réponse avec Marcel Arossi. Nous avons fait notre travail sur la base des informations très précises que nous avons demandées. Ce ne sont pas des emplois qui existaient. Ils sont estimés à plus de 800 000 les emplois nouvellement créés entre avril 2016 et juin 2020. Des révélations de la dernière note de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique sur les créations d'emplois, toutes catégories confondues. Les travaux liés à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en ont généré une bonne partie. Si tous les Béninois se mettent d'accord sur la bonne exécution des nombreux chantiers ouverts dans le pays, ces révélations ne devraient souffrir d'aucune ambiguïté. Selon le rapport de l'INSAE, les emplois formels créés concernent essentiellement les différents recrutements dans la fonction publique depuis avril 2016 et les implications du programme d'action du gouvernement en termes de participation du secteur privé à la mise en œuvre des investissements. Quant aux emplois informels, ils sont portés par le secteur cotonnier notamment en raison des nombreuses réformes entreprises par le gouvernement dans ce cadre, ainsi que les débouchés nouveaux que crée la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au-delà de la dynamique propre à l'informel. Nous sommes allés utiliser les techniques statistiques qui répondent à la détermination d'un emploi. Je vous donne un exemple. Dans le domaine du coton, nous avons, la collecte que nous avons faite nous a donné environ près d'1 million d'emplois. Donc, vous voyez, 1 million seul, ça suffit déjà pour battre en relief les chiffres que nous vous avons présentés. Mais dans ces emplois, il y a ce qu'on appelle la productivité de l'individu. Donc, nous avons demandé, dans la collecte des informations que nous avons eues, nous avons pris le soin de leur demander à chaque fois, la personne que vous nous donnez, l'information que vous nous donnez, la personne a travaillé pendant combien de temps? Et nous avons rapporté tout cela à la base normale. Si bien que, de coton, nous sommes passés, par exemple, de plus de 2 millions autour de 400 000. Quelque chose qu'on appelle les métadonnées, qui permettent d'expliquer comment est-ce que vous avez pu aboutir à ces chiffres-là. Et c'est sur la base de ces métadonnées que les comparaisons sont faites. Et l'Institut national de la statistique respecte correctement les méthodologies en la matière. La note rendue publique depuis fin octobre 2020 est aussi accompagnée de tableaux qui présentent branche par branche le nombre d'emplois créés. Et le plus grand nombre
estimé à 314 089, soit 38%, est porté par le secteur agricole. Et on marque un arrêt sur nos routes. La route Porto Novo à Promisérité est l'une des réalisations à l'actif du programme d'action du gouvernement. Une route qui facilite aujourd'hui la circulation aux usagers. Voici le reportage de Lenaï Kawazao. Plus de 12 km de route qui traversent toute la capitale et s'ouvrent sur une commune voisine. Nous sommes sur la double voie Porto Novo à Promisérité, auréolée de lampadaires solaires. Des aménagements paysagers garnissent certains carrefours. Une charmante infrastructure routière qui a changé le visage de deux villes du Bénin. Pour les usagers de cette route, le gouvernement du nouveau départ a fait fort. Moi, je suis contente parce que pour bouger, on a moins de difficultés aujourd'hui. On peut facilement aller à Dangbo sans problème ou aller ailleurs. Et sans la voie, il n'y a pas de développement. Les gens, je me dis toujours, les villages un peu dans l'Ouémé, ils peuvent amener facilement aujourd'hui les produits, vendre, repartir. Avant, pour aller à Zobli, tout près, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est facile d'aller, de venir. Nous leur disons un grand merci pour tout ce qu'ils font. L'état de la voie, parce que tout le monde connaît ça, hein, c'était vraiment catastrophique, je veux dire, surtout pour nous qui pratiquons la voie avec nos voitures. Il faut régulièrement changer les birettes, les rotures et autres de temps en temps. La voie était vraiment dans un état très, je vais dire chaotique, hein, pratiquement. Moi, particulièrement, je l'emprunte d'ici jusqu'à Katagon, dans la Promisérité régulièrement. Pour nous, pour tous ceux qui pratiquent Porto Novo, de Porto Novo jusqu'à Promisérité comme moi, ils ne sauraient avoir autre sentiment que celui de la gratitude. On ne peut qu'être satisfait et remercier le gouvernement, souhaiter que ça continue. La voie a été faite, elle a été refaite, du coup la circulation est plus fluide, c'est plus facile de se déplacer. Et pour les véhicules, c'est bien parce que avant la voie ne permettait pas aux véhicules de... la voie n'était pas bien pour les véhicules parce que les nids de poules, tout ça, c'était compliqué, les véhicules se gâtaient vite. Aujourd'hui, c'est bien parce que non seulement c'est facile, mais voilà, on est à l'aise, quoi. On est beaucoup plus à l'aise. Franchement, le gouvernement actuel a fait énormément d'efforts et je pense que c'est à féliciter. Circulation désormais aisée. Plus de panne pour les véhicules et motos. Gain de temps assuré pour les usagers. Avant, pour aller à Wando tout près, c'était tout un calvaire. Mais maintenant, c'est un grand soulagement, de jour comme de nuit, parce que la voie est bien construite. La ville est belle et a changé de visage. Nous remercions le chef de l'État. Avec la construction de cette voie, il y a eu une réduction drastique du nombre d'accidents. On roule avec plaisir pour aller à Misrété. Le président est à féliciter. La ville a changé grâce à cette voie. On circule paisiblement sur cette voie. Il n'y a pas de souci. Donc, Patrice Talon, il est en train de nous surprendre agréablement. Il est en train de nous surprendre agréablement. Là, il dit. Il y avait beaucoup de crevasses sur la voie avant et beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, il y a un grand changement et nous roulons tranquillement. Patrice Talon accomplit de belles œuvres. C'était une seule voie, donc il y avait vraiment les gens avaient des difficultés pour pouvoir se déplacer. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'avec quelques minutes seulement, on est déjà au niveau de Misrété, au niveau de Dango là-bas. Donc, sur ce plan, il y a une amélioration nette qu'on remarque. Seul l'aveugle ne voit pas. Et nous remercions beaucoup Patrice Talon, son excellence, pour tout ce qu'il fait sur le plan des infrastructures.
La route Porto Novo à Komisrete, construite par l'entreprise Ofmas, passe devant le marché Wando, où des grillages et une passerelle ont été prévus pour éviter les accidents et faciliter la traversée de la voie. Au niveau du marché de Wando, nous avons fait une passerelle pour piétons pour desservir la population qui vont se rendre au niveau du marché. Nous avons mis des protections grillagées pour permettre à la population, c'est-à-dire aux usagers du marché, de ne pas traverser de façon sauvage la route. Et il faut noter également que des plantations d'arbres vont suivre sur tout le long du projet par la suite. Quitter Porto Novo pour Akomisrete est aujourd'hui facile, grâce aux efforts de l'exécutif et de son chef. Ce chantier routier, toujours en cours, sera livré en mars 2021. Rendons-nous à présent dans la Liborie, deuxième étape de la tournée statutaire du préfet de la Liborie. Banikwara et Gouagounou sont les communes parcourues par l'autorité et l'ensemble des directeurs départementaux, des services déconcentrés avec les collectivités locales. Il a été encore question de développement. Comment davantage relever le jeune département qu'est la Liborie, Wenceslao Sawaimon et Aziz Alagbe pour le point de cette étape. Regardez. Banikwara, seule commune du septentrion accédée au rang des communes ordinaires de type 1. C'est la preuve d'une gouvernance locale et administrative concertée. De cette percée, la tutelle en est pour beaucoup. Je me réjouis également, Monsieur le Préfet, de votre leadership ayant permis à la commune de Banikwara de faire désormais partie du groupe de cette commune ordinaire de type 1 du Bénin. Cependant, les populations attendent avec impatience le démarrage effectif du bitumage de la route Banikwara-Kerou-Peyenko-Djougou, de même que la mise en œuvre d'un vaste projet d'assainissement dans la ville de Banikwara. Nous devrons ici féliciter et remercier le chef de l'État pour ce leadership qui fait que chaque compartiment, n'est-ce pas, de notre pays soit pris en compte. Tout Banikwara sera en chantier. Tout Banikwara sera en chantier, donc il vous revient d'accompagner cela. Il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau avec la main-d'œuvre locale. L'impraticabilité du réseau routier et l'insécurité galopante sont autant d'entraves énumérées à Gouagounou. La commune peine également à retrouver son équilibre financier. Quel que soit le progrès enregistré, laissez-moi vous confier que la commune ploie pour des années encore sous le poids des reports qui constituent pour une large part des dettes. La délégation préfectorale, dans son rôle de représentation gouvernementale, a rassuré de la résolution imminente des préoccupations listées. Elle a également rappelé à l'assistance les grands projets du programme d'action de gouvernement au profit de Gouagounou. Et puis dans le cadre du programme national gestion intégrée des espaces frontaliers, la BGF a opté pour un mécanisme de suivi-évaluation, un précieux instrument de gouvernance qui était au cœur d'un atelier à l'Okosa. Jean-Claude James et Julia Koikou. La toute première communication présentée par le directeur général de l'ABJF, Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Une façon pour les responsables de cet établissement public d'expliquer aux parties prenantes le contenu de ce mécanisme de suivi en vue de leur adhésion. Nous avons fait un programme d'urgence et il est temps donc de s'arrêter pour voir le chemin parcouru. Et en voyant le chemin parcouru, nous nous sommes dit, nous avons beaucoup fait, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont fait aussi. Malheureusement, quand on demande de faire le point, nous faisons le point sur ce que nous avons fait. Nous ne faisons pas le point sur ce que les autres ont fait. Et on a l'impression que, malgré le rôle de leader du Bénin, que beaucoup reste à faire. C'est ce qui nous a poussé donc, à penser à ce mécanisme qui va permettre aux communes de prendre la mesure de leurs responsabilités et de suivre tout acte posé dans ces communes pour éviter les doublons, pour encourager à faire l'équité, parce qu'on intervient lourdement dans d'autres communes, on en oublie d'autres parce qu'on pense que ces communes-là sont déjà
assez outillés. Le maire de Lokossa est revenu dans son intervention sur l'importance de cette initiative de l'ABJF qui avait à ses côtés le préfet du Mono. C'est l'occasion pour moi d'exhorter tous les acteurs ici présents à une participation active aux travaux du présent atelier et à prêter une oreille attentive aux communications afin d'être des relais auprès de vos communautés respectives. Sur les 77 communes du Bénin, 36 sont frontalières. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF travaille à l'amélioration de la vie des populations de ces localités afin qu'elles cessent d'être des zones vulnérables. Le ministre Salimane Karimou lance les travaux d'électrification de 100 écoles à base d'énergie solaire photovoltaïque. Le projet est financé par la Fondation IFE International, Brissumbo et Firmin Bassao. Un événement très attendu dans cette école primaire publique de Djonkole dans la commune de Sakété. L'éclairage de toutes les salles de classe et de la cour de récréation à base de l'énergie solaire photovoltaïque. La Fondation IFE International répond ainsi à un besoin longtemps nourri par les acteurs de cette école. Au plan sécuritaire, cela permettra d'éloigner l'école des actes de vandalisme et d'avoir un éclairage public gage d'une bonne sécurité. Au plan éducationnel, ce geste permettra de travailler dans de bonnes conditions tout en sauvegardant nos vues et celles des apprenants sans interruption des séquences de classe lorsque le ciel s'assombrit et d'évoluer dans le programme. Coût global des travaux d'électrification de l'école, 50 millions de francs CFA. Partant de cette école pilote de Djonkole, le ministre Salimane Karimou lance ainsi les travaux d'électrification de 100 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais, au nom de la Fondation IFE, réitérer toute notre gratitude. Considérer cette école comme école pilote pour lancer nos préoccupations dans le domaine des panneaux solaires. Je me réjouis d'être à vos côtés ce matin pour procéder à la mise en service des installations et équipements électriques de l'école primaire publique de Djonkole. Fruit de l'excellente qualité de la coopération qui existe entre notre ministère et la Fondation internationale IFE, présidée par M. Rufin Zomaou, que je salue une fois encore. Comme vous vous en doutez, l'électricité à l'école, non seulement elle induit l'amélioration des conditions d'enseignement, ainsi que celle d'apprentissage des enfants, mais elle va au-delà, car ces avantages rejaillissent sur toute la communauté en termes d'opportunités offertes. L'initiative sonne comme une contribution à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative au Bénin. Ouvrons le registre politique à présent. Des militants de la mouvance présidentielle se mettent en ordre de bataille pour la prochaine élection présidentielle. Ils se disent être les premiers artisans de l'élection du président Patrice Talon. En 2016, ils entendent rééditer l'exploit si le chef de l'État acceptait un deuxième mandat à la FIA pérenne, a vu le jour à Bomé. Cyprien Lokosso nous en parle. Selon leurs propos, ils étaient l'équipe choc pour l'élection du président Patrice Talon en 2016. Un travail de fourmi à l'époque pour porter contre vents et marées leur candidat au pouvoir. Ici, c'est chez Patrice Talon. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez, non? Ici, c'est chez Patrice Talon. Mais il y a des affiches de Douane. Ici, c'est chez Patrice Talon. Voilà le missile balistique, stratégique et tactique qui a pulvérisé le régime de la corruption et du pillage qui a pris fin en avril 2016. Ce missile, c'est vous, c'est nous qui en sommes l'inventeur, le lanceur, sous la supervision d'un certain Gansé Armand, d'un certain Abang Bata Séraphin, d'un certain Hervé Khomé, d'un certain Orden Aladati
Oswald Omeki, Lazare Sekweto, Ahmadine Robert, Eklou Victor, etc., etc. Et tout ça sous le commandement du grand homme d'État, Patrice Talon. CCC, CCA sont gravés donc dans l'histoire et sont donc inoubliables. Comment oublier ceux qui ont signé l'acte de naissance du nouveau départ? Ils sont désormais réunis dans ce creuset dénommé Alafia Pérenne pour engager la même manœuvre si Patrice Talon acceptait un deuxième mandat. Au regard des performances du gouvernement, ils sont convaincus de leur choix. Les changements, les transformations dans tous les domaines, dans presque tous les domaines, les projets qui sont aboutis, les projets qui sont en cours, les projets encore à venir. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons avancé, nous avons bougé. Il y a des réalisations palpables, il y a des réalisations intangibles, il y a des constatations que personne ne peut nier. Après tout ce qui est fait, on peut dire que le muet est allé dire au sourd que l'aveugle le regarde. C'est ça. Notre mission est défendre et rendre pérennes les œuvres et la ligne de la rupture. Artisans de premières heures hier pour l'élection de Patrice Talon, ils sont déterminés à occuper tous les espaces et travailler cette fois-ci plus que jamais à l'élection de Patrice Talon s'il acceptait un deuxième mandat. Du parti Bloc républicain de la 23e circonscription électorale se mobilise pour la prochaine élection présidentielle au regard des nombreuses réalisations du gouvernement en place. Ils souhaitent la réélection du président Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir à la Maison des Jeunes de Djidja. Cyprien Lokosso nous en parle. Des nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture, les populations de la commune de Djidja acclament particulièrement la route Boykon-Djidja. Leur calvaire sur ce tronçon s'est arrêté sous le régime de la rupture. Et dans l'espoir de bénéficier d'autres infrastructures et actions, ils s'inscrivent dans la ligne de la continuité. Qui peut douter des records dans la construction des infrastructures routières, sanitaires, sociaux, communautaires dont notre commune en a bénéficié? Nous avons constaté que depuis 2016, notre pays, le Bénin, est bien gouverné. Nous remercions vivement le chef de l'État et profitons de l'occasion pour demander que les bonnes choses ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La route Djidja-Tcheti reste encore notre grand souci. Et puis le conseiller Gilles n'a pas rencontré ses partisans de l'arrondissement de Godomè pour les remercier suite à son élection à l'issue des élections municipales de mai dernier. À l'occasion, il les a incités à épouser les idéaux de patrie du bloc républicain. Regardez ce reportage. J'ai choisi ce jour spécial pour vous remercier. Il y a 5 mois environ, vous avez placé votre confiance en moi. Vous m'avez suivi. Je n'ai jamais été aux élections. Et pour la première fois, vous m'avez poussé très loin. Ça démontre que pour les prochaines fois, vous allez m'envoyer encore très très loin. Donc, j'ai dit, il faut que je revienne encore vous restituer un peu comment ça se passe là-bas. Nous avons commencé. Comme je l'ai dit pendant la campagne, ma porte est toujours ouverte. Ma porte est toujours ouverte. Moi, je ne vais pas attendre la campagne avant d'aider ma population. Ma façon d'aider le président Talon, qui fait beaucoup pour ce pays, c'est de contribuer au développement à la base. C'est pourquoi j'ai dit, j'irai au conseil communal d'Abon et Calavi. Et je place mon mandat sous le signe de développement de Godomè. Je ne vais pas finir mon intervention sans parler de mon parti Bloc républicain. Je veux désormais faire asseoir ce parti dans Godomè. Nous devons contribuer au développement de notre pays. Mais pour contribuer à ce développement, il faut être dans un parti politique. Mais si vraiment, comme vous l'avez fait,
vous me soutenez. Et lors des enrôlements qui vont débuter bientôt, je voudrais que vous vous enrôliez beaucoup afin que vraiment le parti BR, Bloc républicain, soit bien assis dans Godomé. Autre actualité ce soir, la coordination Fan Club Imam Shakiro Amoussou du Mono a été installée ce samedi 7 novembre à Lokossa. La principale mission des membres qui sont appelés les ambassadeurs est de travailler pour la réélection du président Patrice Talon, Jean-Claude James et Jules Akoiko. Un engagement public qui marque le début de leur mission en tant qu'ambassadeur de Fasika, Fan Club Imam Shakiro Amoussou du Mono, la dernière coordination installée par le Bureau national. La présence de Fasika dans l'arène politique de notre nation doit renverser la tendance afin de redonner une confiance méritée à la couche juvénile. Nos différentes descentes dans les 77 communes du Bénin nous ont révélé que la jeunesse a vraiment besoin d'une boussole, l'orientant sur la terre promise. Un grand hommage mérité à son Excellence, M. Patrice Talon, pour sa vision de léguer à la génération montante un Bénin de type nouveau. Très chers jeunes du département du Mono, ne doutez plus, la manipulation de la jeunesse et les intimidations de toutes sortes sont désormais enterrées. Ils sont envoyés sur le terrain et les éléments pour convaincre ne sont rien d'autre que les réalisations du gouvernement du nouveau départ. Votre coordination devra, à l'instar des autres départements, mouiller le maillot en parcourant tous les hameaux, les communes de votre département afin de rallier les derniers indécis. Le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, nous a prouvé que le développement est possible en comptant sur nos propres ressources. Emboîtons les pas de ce grand homme d'État qui, pendant plus de 4 ans, a vaillamment hissé le drapeau du Bénin par ses nombreuses actions salvatrices et courageuses. Le fan club Imam Shakiro Amoussou Fasika pense déjà aux prochaines actions, parmi lesquelles la signature du protocole d'adhésion avec d'autres mouvements. Parlons à présent de cette étape de la formation, le stage, une étape pour acquérir de l'expérience à l'occasion de la Journée mondiale des stagiaires célébrée ce 10 novembre. Karen Taiwo et Mathieu Sokenou nous amènent dans l'univers des aspirants journalistes en stage dans les organes de presse écrite et audiovisuelle. Voici leur reportage, présenté ici par Nikano Kovi. Ils rêvent d'informer, d'éduquer, de divertir. D'être lus par des lecteurs à l'appel, d'être admirés et de passer à la postérité dans le grand livre, des journalistes de renom. Un rêve éveillé pour ces jeunes gens sortis des écoles et partis dans les rédactions pour apprendre à polir le tranchant de leur plume. Ce stage me permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de me renforcer dans le dans le domaine de la rédaction, d'être informé et d'informer le public. Dans les colonnes des journaux, dans les couloirs, des organes audiovisuels, même soif d'encre, même rêve de renommée, même envie d'avoir le pied à l'étrier. On a tellement eu beaucoup de théories à l'école, mais les stages nous permettent de nous familiariser avec les outils de travail et les techniques de production. J'aurai à affronter les aléas du métier que j'ai choisi, connaître les difficultés et en tout cas maîtriser en quelque sorte les difficultés qu'il y a dans ce métier-là. Devenir journaliste, tout est dit pour ces diplômés ou étudiants en fin de formation en journalisme ou en communication. Mais dans les rédactions, l'apprentissage de leur passion est parfois pour eux un réveil brutal quand ils ne virent pas au cauchemar. Il y a bien loin du duvet à la plume, de la voix au micro, de l'image à l'écran, se rendent-ils compte? D'abord, je dois travailler sous pression pour déposer les travaux dans un temps donné. Ensuite,
Je dois faire tout pour être à l'heure, même s'il y a un embouteillage, je dois trouver mes moyens pour être à l'heure. Parfois, tu as des sujets de reportage, tu dois être sur le terrain avant l'heure du démarrage de l'événement et tu reviens, c'est que tu dois monter l'élément en même temps et déposer, c'est compliqué, vraiment compliqué. Et comme si faire le dur apprentissage de l'information ne suffisait pas, la vie en rédaction peut également paraître bien longue aux dépens des poches d'un journaliste stagiaire. Mais qu'importe, une passion est une passion malgré tout. On n'a aucun soutien à part le soutien des parents, le soutien financier des parents. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Et il y a des promoteurs qui souvent n'aiment pas rémunérer les stages ou ne renouvellent pas les stages. Et pour tenir le coup, la promesse du lendemain et la philosophie de l'optimisme restent pour eux des alliés, pour eux et pour ceux qui les encadrent. Déjà, on a la chance de trouver une place ici parce qu'il y en a qui cherchent même un stage non rémunéré qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, on se sent déjà chanceux d'être ici. Et on espère qu'à la fin de notre stage, on nous rappelle peut-être pour un contrat. Je vais leur dire d'avoir beaucoup de courage et de se mettre résolument au travail pour pouvoir dépasser nous autres qui avons peut-être déjà fait un parcours dans le secteur où ils veulent aussi venir. Je leur souhaite du courage. Par envie de briller aux côtés des étoiles de la profession ou pour l'accomplissement d'un rêve de gosse, ils sont nombreux, ces étudiants ou jeunes diplômés, à remplir les rédactions chaque année. Peu émergent dans le milieu, beaucoup renoncent à percer les secrets de la profession et une poignée seulement est élue au festin de la presse nationale et internationale. Une vie d'aspirant journaliste, une vie de stagiaire. Et on parle à Proche-Jean, l'amphithéâtre Gaston Corvy de l'état-major général des forces armées abrite depuis ce matin, et ce pour 3 jours, les travaux d'un atelier qui consacre dans l'élaboration de la politique genre et du plan d'action 2021-2023 du secteur de la défense. Il est question au cours de cet atelier de réflexion d'identifier les freins à l'épanouissement des personnels militaires féminins dans l'exercice de leurs fonctions. Le point de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec Renoir Capot. C'est dans la quête d'un plan d'action efficace pour redorer l'image de la femme militaire béninoise que cet atelier a été lancé. Prévu pour durer 3 jours, cette rencontre portée par la Grande Muette, avec le soutien du ministère des Affaires sociales, vise à rechercher et à identifier les entraves qui empêchent l'épanouissement des personnels militaires féminins. Notre détermination à instaurer l'égalité, l'équité entre les sexes tient du fait que l'armée est une institution fortement hiérarchisée. Et comme les institutions fortement hiérarchisées, elles bénéficient de la discipline, de compétences, mais ne manquent pas d'avoir ces travers que sont les brimades et surtout le harcèlement. L'approche genre au sein des forces armées soulève des questions sur les disparités et les inégalités, notamment en matière de recrutement, de formation, de positionnement au poste de commandement ou encore dans les choix pour la participation aux opérations de maintien de la paix. Les participants à cet atelier sont donc appelés à élaborer un document qui reflète la prise en compte effective de l'ensemble de ces préoccupations du secteur de la défense. En autorisant cet atelier, le gouvernement vise donc la réduction des inégalités hommes-femmes au sein de notre armée. L'occasion vous est donc donnée d'induire un changement durable qui permettra de faire entendre la voix de la femme béninoise en général et celle de la femme militaire béninoise en particulier. Au-delà d'un simple état des lieux, le secteur de la défense devra se doter d'un véritable document de stratégie genre, car beaucoup reste encore à faire pour relever les grands défis face aux inégalités toujours persistantes. Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent. Et c'est la persistance de ces inégalités qui montre que les stratégies et les planifications sectorielles doivent être améliorées. C'est justement ce que le ministère de la Défense nationale a compris. Doter le secteur de la défense d'un document de stratégie genre permettra en effet
de mieux planifier et de mettre en œuvre des actions pertinentes qui corrigent les inégalités entre les sexes à travers les documents de politique, de programmes et de projets du ministère de la Défense. Les enjeux liés à cet atelier de réflexion sont donc d'une importance cruciale, car il devient impérieux d'instaurer une culture militaire inclusive qui lève les barrières de toutes les inégalités. Tournée statutaire du préfet de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi, les questions liées au développement de la commune sont au cœur donc des échanges. Gilles Dansou nous en parle. L'exécution de l'hymne national suivie de la revue des troupes constitue la première étape de cette tournée du préfet de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, commune la plus peuplée du Bénin, avec 800 000 habitants. Le conseil communal compte 49 membres. Face à l'autorité préfectorale, le point des actions menées a été fait et des projections pour l'avenir également. L'objectif est d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Au plan administratif, il faut affirmer que la commune d'Abomey-Calavi a organisé son administration par l'arrêté numéro 21 335 AC DCLG DRH SA du 31 mai 2016 qui a créé des services communaux et infracommunaux chargés de l'animation de l'administration communale. La commune d'Abomey-Calavi a élaboré son plan de développement communal 3e génération, PDC, qui couvre la période allant de 2018 à 2022. Mais il est important de préciser qu'avant cette échéance, suite aux rencontres de prise de contact organisées par l'organe consultatif de l'actuelle mandature du conseil communal, il est apparu urgent d'organiser les états généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. Le préfet de l'Atlantique encourage le conseil communal et l'invite à maintenir le cap. Cotonou, Calavi se transforme, se transfigure devant nous. Vous avez en définitive un PAG qui, aussi bien dans sa conception que de sa réalisation, séduit. Je suis heureux de savoir, à travers le discours du maire, que le conseil fonctionne parfaitement, que les commissions permanentes ont été mises en place et que ça a commencé à fonctionner, puisque c'est ces commissions qui marchent. Le travail qui doit être, n'est-ce pas, qui doit aller en conseil en session communale. Ce qui est bon, on capitalise. Ce qui n'est pas bon, on évacue. Concernant les arrondissements, il est temps que tous les arrondissements aient effectivement des bureaux fonctionnels, opérationnels. La visite annuelle statutaire reste une exigence de la loi. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré est mort dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre en Turquie à l'âge de 72 ans. En France, des lycéens sont repoussés à coups de matraque par les forces de l'ordre. Suivez la compilation de l'actualité hors de nos frontières avec Fifame Atadei. Amadou Toumani Touré, dit ATT, est mort dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre en Turquie à l'âge de 72 ans, ont rapporté un proche et un médecin. L'ancien président malien a dirigé le pays de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Il décède en Turquie où il était évacué pour des raisons sanitaires, a annoncé à l'agence France-Presse Oumar Touré, neveu du défunt. Amadou Toumani Touré avait subi récemment une opération du cœur à l'hôpital du Luxembourg de Bamako. Tout semblait aller bien, a indiqué sous couvert d'anonymat un médecin de l'hôpital. On a décidé ensuite de l'évacuer sanitairement. Il a voyagé sur la Turquie très récemment par un vol régulier. Malheureusement, il a fini par succomber, a-t-il ajouté. Le nom d'Amadou Toumani Touré était associé à la transition démocratique du Mali. Militaire de carrière, ATT faisait partie du groupe d'officiers ayant renversé Moussa Traoré en 1991 après la mort d'une centaine de manifestants pour la démocratie. Porté à la tête de cette junte,
Il avait organisé des élections l'année suivante et transmis le pouvoir à un président civil, ce qui lui a valu le surnom de soldat de la démocratie. Il avait ensuite quitté l'armée avec le grade de général pour se faire élire président du Mali en 2002, avant d'être réélu en 2017. Malgré un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées pour enrayer la deuxième vague de pandémie de Covid-19, plusieurs syndicats d'enseignants ont maintenu leur appel à la grève mardi, notamment pour que les collèges bénéficient de mêmes mesures. Confronté à la grogne naissante de ses personnels, le ministre de l'Éducation avait annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures pour limiter les risques de contamination dans les lycées, notamment en autorisant des cours à distance, à condition de conserver au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. Malgré cela, une intersyndicale a appelé à cesser le travail. Elle estime notamment que la situation actuelle nécessite la présence massive et urgente du personnel dans les écoles, collèges, lycées et demande au ministère de procéder dès à présent au recrutement de personnel, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours. Les États-Unis ont franchi la barre des 10 millions de cas détectés de contamination au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Il n'aura fallu que 10 jours au pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 pour passer de 9 à 10 millions de cas confirmés après avoir enregistré la semaine dernière plusieurs records de nouvelles infections journalières. D'après le chiffre de Johns Hopkins, les États-Unis ont recensé plus de 100 000 cas positifs sur 24 heures au cours des 4 derniers jours, avec un pic de 127 000 entre jeudi et vendredi. Avec plus de 237 000 morts, la première puissance mondiale a payé le plus lourd tribut humain à la pandémie et compte à elle seule, avec ses 10 millions de cas, pour près d'un cinquième du nombre total de contaminations enregistrées à travers le monde depuis l'apparition du virus en Chine, fin 2019. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.